prochaine intervention dont la thématique est la suivante, OpenTRNG, une initiative open source de générateur physique de nombres vraiment aléatoires. Et pour cette intervention, il est expert en cybersécurité matérielle de CEA. Je vous prie d'accueillir Florian Pébet-Péroula. Merci pour l'introduction. Donc je vais vous parler de l'initiative OpenTRNG, qui est une initiative de mise en open source de générateurs de nombres vraiment aléatoires. Je m'appelle Florian Pébet-Péroula et je travaille au CEA en tant qu'expert cybersécurité et je suis plutôt spécialisé sur les aspects matériels. L'exposé, on commencera par parler d'abord de nombres aléatoires parce que je définirai quelles sont par exemple les caractéristiques qu'il faut pour un bon nombre aléatoire. Ensuite, on verra ensemble comment on est capable de générer de l'aléa dans les composants électroniques. Et on terminera par la présentation du projet OpenTRNG. Étant donné qu'on est en début d'après-midi, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse participer pour résoudre ce petit mot croisé. Donc, on peut commencer en 3 lettres pour Random Number Generator. Qu'est-ce qu'on a à votre avis? La télécommande fonctionne parfaitement. On commence par RNG. Ensuite, dans la nomenclature, on a déterministique. Donc du coup, on a ce qu'on appelle les DRNG. Donc les DRNG, ce sont les générateurs de nombres aléatoires qui les génèrent de façon déterministe, c'est-à-dire que vous prenez une graine de départ et ça génère une suite de nombres aléatoires qui disposent de bonne qualité, mais ça reste déterministe parce qu'à chaque fois que vous mettez la même graine, vous obtenez la même suite de nombres aléatoires. Dans la même famille, on les appelle aussi les pseudo-random number generators, donc PRNG. Ensuite, cryptographically secure, on a les CSRNG. Donc CSRNG, c'est-à-dire que c'est des générateurs qui fournissent des nombres aléatoires de qualité cryptographique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces nombres dans la cryptographie. Vous pouvez utiliser ces nombres directement pour faire des clés cryptographiques. Alors j'ai vérifié le PS. La télécommande ne marche pas. PSRNG, ça n'existe pas. On aurait pu se dire Pseudo Secure Random Number Generator, mais non. Derrière, par opposition aux déterministes, on a les trous, donc c'est-à-dire les générateurs qui font des nombres vraiment aléatoires, et c'est ces générateurs-là auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Et true, on a 2 façons de faire de l'aléa vrai, soit à partir d'une source physique, et donc on obtient les PTRNG pour Physical True Random Number Generators. Et en opposition, on a aussi les NPTRNG pour Non-Physical True Random Number Generator. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai que des PTRNG. Alors, les nombres aléatoires. Tout d'abord, à quoi ils servent? Eh ben, je vous ai parlé de cryptographie. La cryptographie, c'est le domaine le plus logique pour utiliser les générateurs de nombres aléatoires. Typiquement, on les utilise pour faire des clés, mais on les utilise aussi pour faire du masquage, par exemple, sur les algorithmes cryptographiques. Mais la cryptographie n'est pas le seul domaine dans lequel on a besoin de nombres aléatoires. On a par exemple le domaine de la simulation pour générer tous les événements qu'on doit simuler. Donc, typiquement, si on simule un générateur de nombres aléatoires, on a besoin de nombres aléatoires. Dans le domaine du jeu aussi, on a besoin de RNG. Donc, typiquement, pour faire un loto, on a besoin d'un RNG. Dans le domaine du test qualité aussi, on a besoin de RNG pour aller couvrir tous les cas de test dans un logiciel, par exemple. Et évidemment, dans l'IA aussi, pour tout ce qui est génératif, pour générer, par exemple, une œuvre d'art à partir de contenu public, pour que cette œuvre d'art elle soit spécifique, on a besoin de nombres aléatoires. Voilà, donc maintenant qu'on a vu quels étaient les domaines d'application, on va essayer de se poser la question de quelles caractéristiques a-t-on besoin pour de bons nombres aléatoires. Donc par exemple, dans le domaine de la simulation et du test qualité,
on peut vite imaginer qu'on a besoin de nombres uniformes. C'est-à-dire on a besoin de générer autant de 0 que de 1, par exemple. Alors, à votre avis, est-ce que cette suite-là, elle est bonne en termes de nombres aléatoires? Je vois monsieur qui sourit déjà. Donc effectivement, cette suite, elle est uniforme, mais par contre, elle est facilement prédictible, parce que là, le bit suivant, ce sera probablement un 0. Donc la deuxième caractéristique dont on a besoin, c'est l'imprédictibilité. Et typiquement, pour la cryptographie ou pour les jeux, vous n'avez pas envie que votre attaquant devine le nombre suivant, parce que si vous êtes capable de deviner le prochain tirage du loto, on comprend bien que ça puisse poser un problème. Donc, imprédictibilité et uniformité. Ça peut se résumer dans la caractéristique ID pour indépendance et identiquement distribuée. On dit ça d'une source de nombres aléatoires. Par exemple, si vous venez de générer à l'instant T une réalisation de nombres aléatoires sur un de cet axe-là, et qu'à l'instant T plus 1, vous allez générer un nombre sur cet axe-là, si ce graphe est uniformément réparti comme vous avez là, ça montre que la probabilité de passer d'un nombre, je ne sais pas lequel, à un autre est à peu près uniforme. Si le graphe était mal réparti, déjà, c'était un vrai problème. Donc ça, c'est une vision graphique en première approche pour se rendre compte de la qualité de nombres aléatoires. Et évidemment, on a des standards de test aujourd'hui qui vont beaucoup plus loin. Donc, si vous vous êtes déjà intéressé au RNG, vous avez probablement vu ce petit comique. Qu'est-ce qu'il dit, ce petit comique? C'est quand notre générateur de nombres aléatoires, il génère des suites de 99999. Alors, a priori, vous vous dites qu'une suite de 6 fois le nombre 9, c'est pas vraiment aléatoire. Et finalement, pourquoi pas? Dans une suite infinie de nombres, pourquoi la série 9999 serait interdite? Au final, elle est aussi probable que la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou que n'importe quelle autre suite, étant donné que la probabilité d'apparition d'un nombre est inconditionnelle, donc ça veut dire qu'elle ne dépend pas des nombres précédents. Donc, effectivement, on peut juger de la qualité d'une suite de nombres aléatoires uniquement si elle est infinie, et infinie, ça n'existe pas, donc en pratique, on se base sur des suites de 10 puissance 7 bits, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces suites? Eh bien, on fait des tests statistiques. Et ces tests statistiques, si on prend du recul, ils consistent en quoi? En regardant le biais. Le biais, c'est l'uniformité, c'est-à-dire je regarde si j'ai autant de 0 que de 1, par exemple. Et en regardant les corrélations, parce qu'effectivement, si les données sont corrélées, eh ben, vous pourrez facilement deviner les données suivantes. Donc les mesures de biais et les mesures de corrélation, on les fait sur les données, sur des sous-ensembles de ces données, sur des sous-échantillonnages. Par exemple, je vais regarder tous les 2 bits, puis tous les 3 bits, puis tous les 5 bits. Donc ça, c'est la philosophie générale des tests statistiques, mais les tests aujourd'hui, c'est des batteries de tests standardisées, qui sont par exemple standardisées par le NIST et le BSI. Et à ces tests statistiques s'ajoute quelque chose qu'on appelle la modélisation stochastique de la source d'entropie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de modéliser notre source d'entropie en fonction des caractéristiques physiques de notre générateur. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fort dans les modèles de certification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un modèle qui est à peu près conforme avec les données, ça passe. Mais demain, si on a une divergence de ces modèles avec les données réelles, ça ne passera plus. Donc maintenant que vous savez ce que c'est des nombres aléatoires et quelles doivent être leurs caractéristiques, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser à comment on est capable d'en générer des vrais nombres, comment on est capable d'en générer dans les circuits électroniques. Donc comment ça se passe? Eh bien finalement, tout se résume dans cette figure-là. Je vous ai parlé de NPTRNG tout à l'heure, donc pardon, de PTRNG pour physical. Effectivement, l'aléa, il est exprimé au départ par un phénomène physique. Donc ce phénomène physique, c'est une grandeur physique aléatoire. On a besoin de la numériser pour passer ça dans le nombre des bits. Donc en sortie de numérisation, on a ce qu'on appelle le raw random number.
Et à partir de ce row random number, on fait plusieurs choses. D'abord, on vient faire des tests pour vérifier que notre source d'entropie se comporte toujours comme ce à quoi on s'attend. Parce qu'imaginons que l'attaquant ait pris la main sur la source d'entropie et que sa qualité soit dégradée. Il faut qu'on soit capable de remonter au programme qui utilise ça le fait, attention, les nombres aléatoires vont être mauvais. Et à partir de ces row random number aussi, on vient faire des post-traitements algorithmiques puis cryptographiques pour obtenir en sortie ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux CSPRNG, donc le générateur avec lequel vous pouvez directement utiliser ces nombres pour faire des clés cryptographiques. À partir de maintenant, je vais m'intéresser aux phénomènes physiques qui sont générés par les oscillateurs en anneaux uniquement. Parce qu'il y a tout un tas de types de générateurs de nombres aléatoires. Et on va regarder uniquement ceux qui sont faits à partir des oscillateurs en anneaux. Alors, si on regarde dans le composant électronique au plus bas possible, on va dire presque au plus bas, hein, qu'est-ce qu'on a? On a les transistors. Et les transistors, ils expriment du bruit. Ça peut être du bruit thermique, donc qui est un bruit blanc gaussien, mais ça peut être aussi un bruit de scintillement, en anglais le flicker noise. Et ce flicker noise, on a cru que c'était un problème, parce que plus on descend dans les nœuds technologiques, c'est-à-dire que quand vous passez du 65 nanomètres au 20 nanomètres, au 12, eh ben vous avez de plus en plus de flicker noise. Et donc c'est inévitable, ce flicker noise. Et le problème, c'est que ce flicker noise, c'est un bruit corrélé. Donc on pourrait se dire, un bruit corrélé pour faire des nombres aléatoires, c'est pas très bon. Mais on se rend compte que dans certaines conditions, le bruit corrélé ne génère pas des nombres aléatoires corrélés, et au contraire, ce bruit augmente l'entropie de notre générateur. Et si on regarde dans ce graphe la proportion des types de bruit, en bleu, vous avez ce qu'on appelle le bruit de quantification. En rouge, c'est le bruit thermique, c'est celui qu'on préférait avant. Et en jaune, le bruit de flicker. Vous vous rendez bien compte que la zone de bruit thermique, elle est très petite. Donc c'est difficile d'aller attraper que du bruit thermique. Et inévitablement, on vient attraper aussi d'autres types de bruit, et notamment le bruit de flicker. Donc c'est assez facilement compréhensible le fait que finalement, le bruit de flicker, on ait envie de l'exploiter. Alors maintenant, on va dézoomer un petit peu. Certains reconnaîtront ici deux transistors qui forment ce qu'on appelle un inverseur. Avec un inverseur, on est capable de faire des oscillateurs en anneaux. Donc je reboucle tous mes inverseurs sur une porte en entrée. Et donc en rebouclant ça, je viens créer un signal qui se boucle. Et je génère une horloge. Donc une horloge, c'est quoi? C'est un signal carré qui a une certaine période, et cette période, c'est pile poil le nombre de fois le délai de tous mes inverseurs. Donc ce signal-là, je le dessine dans le monde théorique qui est parfait, mais dans le monde réel, il ressemble plutôt à ça. J'ai ce que j'appelle le bruit de phase, c'est-à-dire que le front de mon horloge, il bouge en permanence, et ce bruit de phase, j'ai aussi le bruit cumulé, qui petit à petit vient se décaler dans le temps. Et donc du coup, à partir de ça, on va voir comment on génère des nombres aléatoires. Et c'est finalement assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une bascule. En entrée de cette bascule, on met un oscillateur et son horloge. Et son horloge, elle vient échantillonner l'oscillateur à n'importe quel moment. Et donc, comme ça, on échantillonne des 0 et des 1 et on fabrique des nombres aléatoires. Dans la pratique, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. On préfère utiliser deux oscillateurs, un en entrée donnée de la bascule et un comme horloge. Et comme les deux oscillateurs ont leur propre bruit de phase et qui sont l'un à côté de l'autre, ils accumulent un bruit de façon différentielle. Parce que si par exemple l'attaquant, en faisant varier, je ne sais pas, la température du circuit, venait faire changer la fréquence de cet oscillateur, et bien finalement il ferait changer la fréquence du deuxième oscillateur par la même variation de température. Et donc son action serait masquée par le côté différentiel de cette architecture. Et donc ça, c'était la façon simple. Je vais vous présenter les architectures qu'on utilise dans la vie réelle. Donc on a la première qui est le Elementary Ring Oscillator TRNG. Donc
c'est celui que vous voyez là. Vous retrouvez vos deux oscillateurs. En entrée de la bascule, on met cette fois un diviseur de fréquence pour accumuler plus de temps et donc accumuler plus de bruit, pour augmenter la qualité de notre bruit. Donc, mise en œuvre très simple, mais comme je divise mon horloge, j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour générer un nombre, et donc je réduis mon débit. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des produits industriels, c'est le Muro TRNG, donc c'est très simple. Vous prenez le même, mais vous rajoutez plusieurs oscillateurs en parallèle, et donc du coup, vous avez besoin d'accumuler moins longtemps pour avoir la même entropie, mais en faisant ça, bien que vous ayez un débit plus fort, vous augmentez la taille de votre circuit, ça consomme plus, et surtout, comme vous mettez beaucoup d'oscillateurs en parallèle, vous introduisez ce qu'on appelle le risque de locking, c'est-à-dire que les oscillateurs, par leur bruit, peuvent se mettre à la même fréquence sans que vous le sachiez. Et ça, si les oscillateurs se loquent, eh ben l'entropie en sortie du TRNG se dégrade et ça peut être la catastrophe. Et on a une dernière architecture qui s'appelle Coherent Sampling. On retrouve toujours nos deux oscillateurs. Et cette fois, on vient, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on vient compter une période. Et ça permet d'avoir un débit plus fort sans dupliquer trop d'oscillateurs. Et donc, du coup, ça peut être un bon compromis pour générer des nombres aléatoires. Ce que je vous propose, c'est de regarder quels sont les principaux enjeux aujourd'hui pour faire des générateurs dans les circuits. Donc, on en a trois. On a l'arrivée de la cryptographie post-quantique qui va demander beaucoup plus de nombres aléatoires que la cryptographie classique. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de délivrer des nombres aléatoires avec un beaucoup plus fort débit. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas des moindres. Le deuxième, c'est les nœuds technologiques qui deviennent de plus en plus fins. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a de plus en plus de bruit de flicker. Donc il faut qu'on soit capable de caractériser la figure de bruit dans chaque technologie qu'on utilise. Et la troisième, je l'ai abordé aussi tout à l'heure, c'est la modélisation de la source. Demain, la certification sur des générateurs pour lesquels vous n'avez pas de modélisation de source ne passera plus, vous ne serez plus capable de faire certifier. Donc maintenant que vous savez ce que sont des nombres aléatoires, comment on les fabrique, je vous propose de regarder ce qu'on propose avec cette initiative OpenTRNG. Alors, l'objectif est très simple, hein, c'est de mettre à disposition de la communauté en open source les architectures de référence de TRNG. Architecture de référence, ça veut dire c'est tout ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, ce qui est déjà public, on l'a réimplémenté et aujourd'hui on ouvre le code source de tout ça. Et ça permet donc de proposer une chaîne de développement complète de TRNG. Ça a aussi d'autres avantages, par exemple, avec OpenTRNG, en 15 minutes, vous pouvez télécharger le code, le programmer dans un FPGA et générer vos nombres aléatoires. Ça permet aussi de caractériser les différentes technologies que vous utilisez, c'est-à-dire vous achetez plusieurs plateformes FPGA et vous le programmez avec OpenTRNG. Vous pourrez mesurer la qualité du bruit dans différents types de plateformes. Ça marche avec les ASIC aussi. Et le troisième petit plus, c'est que vous pouvez aussi vérifier les résultats de nos publications scientifiques en rejouant les données sur la plateforme OpenTRNG. Alors, on a pensé cette plateforme autour de 3 piliers. Vous allez voir, ça coule de source finalement. D'abord, c'est un émulateur de bruit, c'est-à-dire qu'on est capable d'émuler le bruit d'une techno spécifiquement. Ensuite, c'est l'implémentation et l'exécution sur cible matérielle, ça coule de source. Et le troisième pilier, c'est les outils d'analyse, parce qu'une fois que vous générez des nombres aléatoires, il faut que vous puissiez les qualifier, mesurer et se rendre compte de ce qui se passe dans la plateforme. Et ces 3 piliers, finalement, très naturellement, ils vous donnent la chaîne de développement d'un RNG qu'on propose dans cet outil-là. Tout d'abord, vous êtes capable en 1 d'émuler des oscillateurs en anneaux bruités, donc vous générez des suites de temps bruités. Avec ça, vous êtes capable d'avoir un jumeau numérique de la source d'entropie, donc vous faites tourner par exemple en simulation sur un ordinateur exactement votre source d'entropie qui sortira les mêmes nombres que sur plateforme. Et donc avec l'émulation et le jumeau numérique, vous êtes capable de vérifier le design numérique
que vous avez écrit, donc concrètement votre VHDL, et avant de l'envoyer sur plateforme, vous aurez vérifié que les données qui sortent de votre VHDL sont bien les mêmes qui sortent de votre modèle. Donc comme ça, vous avez de la confiance lorsque vous envoyez votre RNG sur cible FPGA ou en fonderie. Vous êtes confiant sur la qualité des nombres qu'il produira. Et les boîtes rouges vous permettront aussi donc de vérifier la qualité de l'aléa avec les estimateurs d'entropie. Et en utilisant les mesures qui sont faites dans le TRNG, vous serez capable de remonter aux figures de bruit de votre composant et donc du coup de simuler des oscillateurs en anneaux avec les bons coefficients de bruit de la techno-cible que vous avez. Je vais vous parler de choses un petit peu plus concrètes. Du coup, c'est ce qu'on a pu faire sur OpenTRNG. Donc ça, c'est des résultats que j'ai extraits d'une publication qu'on présentera à Chess cette année. Donc concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez donc placer, router des rings, des oscillateurs en anneaux dans un FPGA, donc avec des règles de placement et de routage spécifiques pour que vos oscillateurs en anneaux soient bien conformes pour une utilisation dans des générateurs de nombres aléatoires. Derrière, du coup, avec l'outil, on est directement capable de mesurer une figure de bruit. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais ici, on est capable de voir quelle quantité de bruit thermique, quelle quantité de bruit flicker on a dans la technologie cible, qui ici était l'exemple sur du Xilinx Artix 7, qui de mémoire, c'est du 28 nanomètres, je crois. Et vous êtes capable aussi d'accéder au nombre aléatoire brut que vous obtenez en interne de votre plateforme. Et vous êtes capable du coup de mesurer son entropie, de faire un calcul de variance. Et tous ces outils sont fournis avec l'outil OpenTRNG. Donc, OpenTRNG va être disponible courant 2024. On aura du code source et une documentation complète. Mais dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, en levant le doigt, vous pouvez faire partie du groupe de test de Early Adopters. Et évidemment, ce projet sera ouvert aux contributions externes et elles seront même les bienvenues. Lors de sa sortie, on proposera des supports sur d'autres plateformes FPGA, donc pas uniquement le Xilinx Artix 7, mais d'autres. Et on fera un portage sur un ASIC en FDSOI 22 nanomètres. Dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver le code source, enfin le point de départ sur notre GitHub et sur le site opentrng.org. Et j'en arrive à la fin de ma présentation, c'est ça. Donc du coup, 3 messages à emporter. Le premier, le bruit, l'aléa vrai, pardon, se base sur des processus physiques. Et ces processus physiques, vous devez les modéliser pour que votre TRNG soit certifiable. La plateforme OpenTRNG vous permettra de mettre en œuvre les architectures de référence de générateurs de nombres aléatoires. Et grâce à cette plateforme, vous aurez aussi accès à une chaîne complète de développement d'un TRNG. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Florian. Allez, on peut prendre, si vous voulez, si vous êtes en forme, après ce repas, on peut prendre 1 ou 2 questions. Ah, excellent. Bonjour. Bonjour. Au début, vous avez parlé de post-traitement quantique. Là, vous pouvez expliquer un peu ce qu'il y a derrière? Alors, je n'ai pas parlé de post-traitement quantique, mais de post-traitement cryptographique. Je vais revenir sur le transparent en question. Post-traitement cryptographique. C'est-à-dire que du coup, vous avez des nombres aléatoires bruts que vous avez fait subir un premier post-traitement pour qu'ils disposent des bonnes qualités, on va dire, en termes de biais. Et à partir de là, vous mettez une couche cryptographique par-dessus. Donc concrètement, ça peut être un SHA, ça peut être de l'AES, qui prend en entrée la source de nombres vraiment aléatoires et qui en fabrique une suite déterministe, mais dépendante de ce premier nombre. Et donc, du coup,
étant donné que les opérateurs cryptographiques sont fabriqués pour avoir une qualité d'aléa très bonne en sortie, en utilisant ce post-traitement cryptographique, vous augmentez de facto l'entropie de votre générateur. Donc c'est quelque chose de quasiment obligatoire aujourd'hui que tout le monde fait.